et effectif. Voilà. Bien. Bonjour à tous. On va donc commencer ce webinaire. Valérie, peut-être un petit mot de Oui, démarrage? oui, bah écoutez, un peu ce que vous avez peut-être entendu dans nos préambules, là, dans nos échanges en préambule. Merci pour votre présence. En fait, on sent bien que ça questionne quand même pas mal de personnes, ce PIX dans les établissements. Donc voilà, vous avez entendu, ça concerne aussi bien le monde scolaire que le monde hors scolaire. Donc, c'est une certification qui va voilà, irriguer tous les secteurs de la société. Donc, c'est important. Elle est importante pour nous parce qu'elle va être exigée lors de la validation d'examen. Et donc, voilà, nous sommes prêts à refaire des PIX, des webinaires comme ça sur le PIX assez régulièrement. Il ne faudra pas hésiter à envoyer vos questions à Philippe et Armel pour que on puisse peut-être ajuster les pics au rythme, en fait, les ajuster en termes de réponse au rythme de vos essais et de vos partages en équipe. Donc là, il y a quelques chefs d'établissement qui sont présents et donc l'idée, c'était effectivement d'avoir ces premières présentations puisque les lycées ont déjà eu une présentation lors d'une AG le 15 octobre. Et puis, on refera, à l'AG du 26, on refera un point sur le PIX, justement au regard de ce que vous aurez déjà peut-être testé ou partagé avec vos équipes en établissement. Voilà, donc je laisse la parole à Philippe et à Armel. Merci à eux pour cette intervention d'une heure. Alors, ce que je vous propose, c'est que l'on va partager l'écran que normalement vous devriez voir là à l'heure actuelle. Je vais vous partager le document que vous allez recevoir. Vous recevrez ce document sous la forme d'un lien cet après-midi qui vous permettra de retrouver aussi toutes les ressources. Puisqu'en fait, sur ce document, c'est un document simple de présentation, mais vous avez les liens qui permettent vraiment de pouvoir tout retrouver. On va vous l'expliquer avec Armel pendant cette petite heure. Bien. L'objectif peut-être aujourd'hui, puisque là on est plus sur gestionnaire et chef d'établissement, c'est de revenir un petit peu sur l'esprit de PIX, savoir d'où il vient, pourquoi il est bâti de cette manière-là, c'est-à-dire de revenir un petit peu plus sur le sens, de manière après un peu plus sur l'opérationnalité. C'est un petit peu l'objectif que l'on s'est assigné aujourd'hui, mais bien évidemment, on est entre nous, ça veut dire qu'on a toute possibilité d'envoyer une petite question, d'intervenir, d'essayer de comprendre. Vraiment, on n'est pas sur quelque chose de figé, heureusement d'ailleurs. Donc voilà ce que l'on vous propose aujourd'hui, c'est de travailler donc sur cette mise en place de PIX. Alors, la structure qu'on vous propose là, mais qui est une structure qui est tout à fait modifiable au fur et à mesure, c'est de vous présenter l'outil avec ses finalités citoyennes et ses objectifs pédagogiques. On va parler bien évidemment de pédagogie, bien qu'on aura un webinaire un peu plus important là-dessus qui sera présenté par Lydia et Gaël dans quelques semaines. Donc, d'abord parler de ça. On fera une petite incursion dans PIX Orga, qui est vraiment la plateforme dédiée à la gestion des élèves et des parcours pour l'enseignement. Donc là, on est vraiment spécifiquement sur l'enseignement. Et puis, on viendra sur l'utilisation de PIX. On pourra vous proposer, si vous le souhaitez, peut-être certains l'ont fait, d'autres pas, un petit test de démo avec 6, 7 ou 8 questions de manière à comprendre comment l'outil est structuré, et ce qui permettra d'échanger un petit peu sur le regard que vous avez aussi sur cet outil en tant que chef d'établissement, en tant que gestionnaire, administrateur. Et puis, on vous présentera brièvement également, toujours avec Armel, la partie présentation du prochain webinaire, qui lui est plus basé sur PIX et EMI, puisqu'en fait, les ponts sont très nombreux. Voilà ce qu'on vous propose globalement. Alors, encore une fois, ce document, c'est un document Sway, donc vous aurez le lien cet après-midi pour pouvoir le consulter et puis bénéficier aussi des liens que l'on vous a mis en dessous pour trouver toutes les ressources. Tout d'abord, je peux juste, Philippe, oui. me permettre, par rapport, comme on n'est pas très nombreux, si vous voulez intervenir, vous avez le petit outil pour lever la main et prendre
voilà, coupez votre micro pour intervenir. Et puis, il y a également toute la partie conversation dans laquelle vous pouvez poser vos questions. Moi, soit on y répond tout je les note et puis on y répond en cours de webinaire. Oui, très bien. Parfait. Parfait. Alors, deux importantes et qui rejoignent d'ailleurs pu dire sur aujourd'hui l'évolution de la formation, des comptes personnels de formation. Vous en avez entendu parler. On a fait aussi, on a pu aborder ça en AG il n'y a pas très très longtemps. Il faut considérer qu'un compte PIX est un compte personnel tout au long de la vie. Ça veut dire qu'on n'est pas sur un compte d'établissement, on est vraiment sur un compte qui est ouvert par une personne et qui va le suivre tout au long de sa vie dans sa formation. Ça, c'est un élément qui est extrêmement important parce que ça renverse un petit peu aussi peut-être ce que l'on avait pu connaître précédemment. On ouvre vraiment son compte pour soi et on va pouvoir faire évoluer son compte de formation aux outils numériques et aux compétences numériques tout au long de la vie et donc pouvoir se raccrocher à plusieurs organismes de certification. Au début, dans la formation initiale, bien évidemment, auprès des établissements scolaires, dans la formation initiale. Mais bien évidemment, on pense beaucoup à la formation continue en utilisant ce type d'outils. Donc, d'où vient PIX au départ? On est vraiment sur une logique GIP. Ça veut dire que c'est en fait un groupement d'intérêt public qui est ouvert à tous les citoyens français. On est vraiment sur un outil de la citoyenneté. Donc, ce que je vous disais, on est vraiment sur une formation tout au long de la vie, avec un entraînement tout au long de la vie, une certification dans un cadre professionnel. On discutait précédemment avec Valérie, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Par exemple, dans le cadre juridique aujourd'hui, les professions du juridique, mais elles ne sont pas les seules, sont en train de s'emparer de PIX pour demander, que ce soit pour le passage de concours, pour leurs salariés en continu, de pouvoir passer des certifications, notamment sur le traitement et la sécurité des données. Parce qu'on s'aperçoit que dans des pratiques professionnelles aujourd'hui, c'est quelque chose qui est extrêmement important et tout le monde n'est pas, c'est assez hétérogène, tout le monde n'est pas, je dirais, à un niveau minimal de compréhension et d'acquisition de compétences numériques, notamment sur la sécurité, clairement. Donc, beaucoup de branches professionnelles se sont emparées de ça aujourd'hui. Et puis, on verra pour nous, enseignement, ce qui va nous arriver au fur et à mesure. Une autre remarque, mais vous le savez déjà, hein, l'insertion d'un jeune dans la vie citoyenne et économique est liée à sa capacité de maîtrise des compétences numériques. On le sait. On parlait les sociologues nous parlaient il y a quelques années de fait social total, ben on y est, on est dedans. Donc, quel que soit le secteur visé, bien évidemment, on doit forcément avoir un certain nombre de compétences numériques qui permettent de pouvoir travailler, tout simplement, et de s'insérer socialement. Une petite chose concernant les acteurs, parce que je vous parlais de GIP, en fait, ça a été en partie financé par ce qu'on appelle les programmes d'investissement à venir. Donc, on a bien évidemment qui est à l'origine de PIX, on a le ministère de l'Éducation nationale, on a le ministère de la Recherche et de l'Innovation, on a le CNAM, on a l'Université des Humanités aussi qui est très intéressante, l'Université de Strasbourg et le CNED. Ce sont les principaux acteurs, il y en a d'autres, mais il faut savoir qu'ici, on a les gens qui ont vraiment tenu le projet depuis 3 ans. Comment c'est structuré? En fait, la première, et celle qui est la plus importante au départ, c'est la plateforme en ligne, celle qui est accessible par tous les citoyens, élèves, adultes. Donc, c'est pix.fr qui permet de pouvoir créer son compte personnel et de pouvoir le suivre et de pouvoir aussi y revenir quand on le souhaite. Et pas forcément à un certain moment qui aurait pu être dicté par un organisme de certification ou autre. C'est vraiment un compte personnel. Nous avons la nécessité d'utiliser pix.fr, bien sûr, mais aussi Pix.orga. Orga, ça va être la gestion en enseignement scolaire des comptes élèves. Donc là, Pix.orga est très particulier. Si vous êtes adulte et que vous travaillez de manière solo, je dirais, sur Pix.fr, vous n'avez pas besoin de Pix.orga. Un établissement scolaire, par contre, va utiliser Pix.orga pour pouvoir gérer les comptes de ses élèves. Et vous en avez un autre qui va concerner beaucoup de monde, et qui nous concerne aussi, c'est la certification PIX, puisque bien évidemment, une fois que vous vous êtes entraîné ici, que les professeurs
ont pu vous proposer aux élèves des campagnes, des compétences à exercer, etc., au travers d'objectifs disciplinaires ou autres, et bien ensuite, à certains moments, il va falloir passer sur la certification. On reviendra aussi tout à l'heure dessus. Ces 3 outils nous concernent. On peut très bien utiliser pix.fr en personnel, tout seul, sans jamais avoir utilisé Pixorga parce qu'on n'est pas dans l'enseignement, ni avoir jamais passé une certification. Voilà pour ceci. Comment c'est fait? En fait, on a 5 grandes thématiques de Pix qui permettent de classer la totalité des compétences. Les compétences sont en fait d'origine européenne et même internationale. Chaque pays a utilisé en fait un référentiel qui est connu mondialement et l'a réadapté en fait, je dirais, au pays, tout simplement. Donc on retrouve bon an mal an en Europe quasiment les mêmes choses et aussi dans d'autres pays du monde. On a tout ce qui va être lié aux compétences qui sont liées à l'information et à la donnée, tout ce qui est lié à la communication et à la collaboration, tout ce qui est lié à la création de contenu, ensuite la protection et la sécurité, et là je fais un parallèle avec le chantier GPD aujourd'hui, et puis sur l'environnement numérique. Bien évidemment, chacune de ces grandes thématiques, de ces 5 grandes thématiques, va être divisée en des sous-thématiques de compétences. Voilà ce qui est visé aujourd'hui pour nos élèves et pour aussi nos professeurs et puis tous les adultes qui veulent s'exercer. En fait, vous allez avoir un tableau de ce type-là avec les cartes. Ça regroupe les fameuses 5 compétences que vous avez vues précédemment. Vous les voyez ici. Là, on les a divisées. Donc, ce sont les divisions en sous-groupes. Vous avez, par exemple, sur la première, information et traitement de l'information, eh bien, vous allez retrouver mener des recherches. Alors ça va parler beaucoup à nos professeurs documentalistes, bien sûr, mais pas seulement. Hein. La veille informationnelle, c'est aussi le cas, mais tout le monde est concerné par la veille informationnelle aujourd'hui. Vous avez géré les données et puis vous avez traité les données. Ça va permettre de pouvoir acquérir la première partie des compétences, donc dans les 5 domaines. Donc ce premier domaine, deuxième domaine, troisième domaine, quatrième domaine, à chaque fois vous avez des couleurs. D'accord? Les petits chiffres que vous voyez à l'intérieur, ce sont les niveaux auxquels la personne est à l'heure actuelle. Ce qui veut dire que si je prends traiter les données, la personne à l'heure actuelle est au niveau 4. Dans Pix, aujourd'hui, il y a 5 niveaux. Au mois de janvier-février, il y en aura 3 qui seront ajoutés, dont les niveaux experts, et nous arriverons à 8 niveaux. Si vous avez la totalité des 5 niveaux dans toutes les que vous avez là, vous avez 640 Pix. Ça veut dire 640 points, on pourrait le dire comme ça. Vous avez 640 points. Quand vous serez au niveau 8 dans toutes les cartes, vous aurez 1024 points. Alors bien évidemment, on ne va pas demander, et on ne va pas en demander autant à nos élèves. Aujourd'hui, pour passer une certification pour nos élèves de 3e ou de terminale, on demande d'avoir le niveau 1 dans au moins 5 compétences au choix. Hein, je répète bien, le niveau 1 dans 5 compétences au choix. À partir de là, vous avez la possibilité, ça sera le cas cette année pour 2020-2021, vous avez la possibilité, si ce niveau est atteint, de faire passer les élèves en certification. Voilà. Petite précision, les élèves concernés cette année, ce sont donc les 3e, les terminales de lycées généraux technologiques et professionnels, les 2e années de CAP, dis-moi si je dis une bêtise, Philippe, mais je crois que c'est ça, et les 2e années de BTS et de CPGE. Oui, on verra la liste avec le calendrier, mais oui, tout à fait. Voilà. Donc ça fait pas mal de classes. Alors pour l'instant, puisque tu parlais de ça, Armel, c'est intéressant, pour l'instant, il n'est pas donc demandé de niveau minimal et ce passage de certification n'est pas comptabilisé dans un diplôme. On pourrait imaginer par exemple qu'au niveau du DNB, il y ait une attribution de points également, puisque ce sont
des compétences, au même titre que le socle de compétences. Alors, sachez que pour 2020-2021, ça n'est pas le cas. Pour 2021-2022, il y a de grandes chances que ce soit le cas. Donc, je dirais, nous avons 1 an pour nous préparer, mais il est fort probable que ce soit pour le bac, le DNB, le CAP, ce soit intégré. Ça veut dire que ce que l'on demandera, c'est un niveau minimal de certification, tout simplement. Alors là, on aura des précisions probablement au premier semestre 2020 concernant ces intégrations dans les diplômes et donc dans la comptabilisation des points, je pense notamment au DNB. Si on prend traiter les données, vous voyez, celui-ci, là, je le pointe bien sur mon écran. Eh bien, je vous ai mis ici les 4 premiers niveaux correspondant à une mise en œuvre au sein de la classe. Ça veut dire que pour traiter les données, pour les 4 premiers niveaux de maîtrise, je vous rappelle, il y en a 5 à l'heure actuelle, il y en aura 8 à partir du mois de février. Là, je vous présente les 4 premiers. Si vous prenez la compétence sélectionner et mettre en relation des informations issues de ressources numériques, eh bien, vous avez systématiquement, et là, on vous donnera les documents qui permettent d'aider à ça, vous avez des pistes d'activité qui vous sont proposées. Donc là, en réponse à une recherche, etc., vous avez insérer, saisir et trier des données, relever et saisir des données pour les exploiter, relevé météorologique, croissance des êtres vivants, pyramide des âges, population. Donc à chaque fois, ce que l'on vous propose, pour chaque compétence, c'est des exemples de mise en activité. Je vous les montrerai de manière détaillée si vous le souhaitez tout à l'heure. Est-ce qu'il y a peut-être des questions sur ce premier volet-là? Non, il y avait juste une remarque par rapport à B2I. Mais voilà, B2I, on était vraiment sur quelque chose de... Enfin, on a tendance parfois à dire PIX remplace B2I. Alors, sur le fond, on peut voir que c'est des compétences similaires qui sont travaillées, mais sur la forme et sur le fonctionnement, on est vraiment sur un outil complètement différent, avec l'idée je pense, enfin, d'autonomie de l'élève aussi, à travailler ça sur le long terme et pas juste sur un temps très très figé comme il peut y avoir dans le B2I. Alors, il y a David Meunier qui voudrait intervenir. Oui, merci. Alors, c'est vrai que c'est suite aux petits mots que j'ai mis. Alors, David Meunier, effectivement, directeur au lycée à Plouigneau. Alors, c'était juste une intervention rapide par rapport au B2I parce que on est quand même censé impliquer les équipes aussi dans tout ça parce que l'idée, c'est d'intégrer ça dans la pédagogie, dans les cours, etc. et que chacun puisse amener les élèves à utiliser le plus possible et puis valider leur niveau via PIX. On était dans cette démarche également en B2I au départ. Il va falloir bien faire comprendre, et je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites, dire que non, c'est une autre plateforme, etc. Mais dans l'inconscient collectif, aujourd'hui, moi j'ai vu avec certains collègues, quand j'ai commencé à aborder PIX, c'était ouais, c'est le B2I réactualisé. Bon, il va falloir que ça rentre dans la logique de dire non, c'est une autre démarche. Mais ça a laissé des traces quand même, le B2I. Voilà, c'était juste ça mon intervention. Ça a laissé des traces. Je crois qu'une des portes d'entrée, quand vous parlez de ça, une des portes d'entrée qui me semble absolument nécessaire, c'est que nous sommes sur un outil citoyen qui participe à une citoyenneté, je dirais à des compétences de la citoyenneté que l'on peut raccrocher en fait au socle commun. On est vraiment dans cet esprit-là de faire en sorte qu'un jeune, et je crois que ça c'est quelque chose que les collègues aussi comprennent assez bien, c'est qu'un jeune doit pouvoir se débrouiller dans toutes ces dimensions-là aujourd'hui, c'est important pour lui dans son inclusion sociale. Et je pense que c'est un argument qui est possible aussi de pouvoir avancer auprès de nos collègues qui comprennent très bien. Eux-mêmes. Ouais. Bon, là, vous parlez à un convaincu. Là, moi, je suis ambassadeur PIX pour notre fédération. Donc là, moi, je suis convaincu. Après, c'est juste, voilà, il faut qu'on ait ça en tête en disant, on risque d'avoir certaines réactions de collègues parce qu'ils sont restés sur cette vision-là. Et effectivement, il faut dépasser cette vision-là, on est d'accord. Du B2I, je veux dire. Tout à fait. D'autres questions peut-être ou d'autres choses par rapport à ça? D'autres interventions ou ça vous paraît clair au niveau de la structure et de la visée, je dirais? Visiblement, ça a l'air d'aller. Bon, alors nous poursuivons. Ensuite, vous vous souvenez, je reprends ici, mais nous avons parlé précédemment de
de Pix. Vous vous souvenez, avec ces 3 produits, ces 3 plateformes qui sont liées bien évidemment entre elles. Nous avons parlé de Pix.fr. Il serait intéressant de passer rapidement sur quand même OrgaPix. Là, on va rentrer un petit peu sur l'organisationnel. Alors, en ayant une vision qui n'est pas la vision de vos établissements, puisque je ne suis malheureusement pas en établissement aujourd'hui, je ne le suis plus. Donc, plus une vision technique, organisationnelle avec le système des campagnes. Donc, juste s'intéresser à OrgaPix, qui est vraiment le module de gestion en fait pour les établissements. Donc, je vais charger ici un PixOrga tel que vous l'avez, vous, dans vos établissements. Je rappelle qu'un établissement égale un PixOrga, bien évidemment. Simplement pour que l'on se rappelle un certain nombre de choses. PixOrga est divisé en 3 éléments, en fait, plus un qui va être la totalité des documentations qui sont par ailleurs très bien faites. Je vais venir sur un élément qui me semble très important, c'est la notion de campagne. Je vous disais tout à l'heure que, en fait, ce que vous pouviez proposer aux élèves au départ, c'était vraiment des campagnes. Beaucoup de campagnes sont déjà intégrées dans PixOrga, notamment pour le collège, mais c'est aussi vrai pour le lycée, pour toutes les composantes de l'enseignement. À chaque fois, des campagnes qui sont proposées, par exemple parcours 5e, parcours 4e, parcours 3e, parcours terminal. Ces fameuses campagnes parcours permettent de pouvoir entraîner les élèves pour faire un diagnostic. Alors, ce n'est pas vraiment un entraînement au départ, on est plutôt sur un diagnostic qui vous permet de voir les profils des élèves. Ça veut dire que vous allez proposer vraiment en utilisant les systèmes de parcours. Par exemple, je vais utiliser, alors là je suis sur une plateforme que l'on partage entre les DAN et un certain nombre de personnes. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été testées, vous voyez un peu partout, mais vous allez pouvoir le voir ici. Par exemple, quand vous voulez proposer une campagne pour, je ne sais pas, par exemple les 5e. Vous créez une campagne, vous allez pouvoir déterminer ici une information sur, donc là on va remettre par exemple parcours pour 5A, par exemple, on va le faire comme ça. Hein. Vous allez demander des identifiants ici, hein, ou pas, puisque ça dépend en fait, par rapport à ça, vous allez avoir un code, donc vous pouvez directement utiliser le code. Je vais vous montrer en utilisant simplement le code, ça sera plus facile. Voilà, évaluer les participants. Ici, vous avez la possibilité, vous avez vu, évaluer les participants. Vous pouvez ici choisir un parcours de rentrée. Ces parcours de rentrée, en fait, comprennent un certain nombre de compétences que vous pouvez, qui sont préprogrammées. Donc, ça vous permet d'avoir dans toutes les composantes de Pix, quelques compétences proposées qui vous permettent d'avoir une idée de l'endroit où se situent vos élèves en termes de compétences. Là, on a quasiment toutes les compétences qui sont exercées. Ça vous permet d'avoir vraiment un profil de chacun. Donc, vous pouvez choisir, par exemple, ici, parcours de 5e A. Alors, attention, il faudra recréer pour les 5e B, recréer pour les 5e C. Hein, ça, c'est important parce que ça permettra d'avoir les classes. À partir de là, vous créez la campagne. Parcours de rentrée, et vous allez voir qu'en fait, ici, vous disposez d'un code, et ce code, vous allez pouvoir le donner aux élèves. Quand les élèves vont se connecter, vous avez ici le lien direct que vous pouvez mettre également, ça c'est très pratique. L'outil est très très bien fait. Vous avez un lien direct ici qui va vous permettre de pouvoir l'intégrer dans un autre document, par exemple de travail. L'élève va se connecter directement dessus, va donner son nom, prénom, date de naissance, et va pouvoir donc rentrer dans le parcours de rentrée. Alors, Philippe, il y a une question. Oui. Je te coupe. On demande si est-ce que les profs peuvent s'entraîner à faire des campagnes avant. Donc, il y a en fait la DAN, alors je ne sais plus laquelle, une des DAN qui a repris toutes les campagnes de PixOrga et qui a généré en fait des codes pour les enseignants. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas encore accès à PixOrga, vous allez pouvoir aller tester ces campagnes, ces parcours. Donc, je vais vous mettre le lien dans la conversation et ça peut permettre
aux enseignants de voir déjà à quoi ressemblent les campagnes qui existent dans Pixorga et puis éventuellement de se tester. Oui, tout à fait. C'est vrai que là, ce qu'avait fait la DAN était intéressant parce que ça permettait vraiment de voir comment c'est fait. L'autre possibilité que vous avez toujours par vous-même, c'est vous créez votre compte pix.fr en tant qu'adulte, bien évidemment, et allez déjà vous promener un petit peu dans les différents domaines de compétences rapidement, sans forcément essayer d'accrocher des niveaux, mais simplement pour comprendre comment l'outil est structuré, quel est l'esprit de l'outil. Et puis voir un petit peu comment on gagne des points, etc. C'est assez intéressant, puis ça permet de voir exactement ce qui est demandé aujourd'hui, hein, l'orientation des compétences. De toute façon, pour tester les codes que vous allez, que vous allez trouver là dans le document qu'on vous donnera à la fin du webinaire, il faut avoir créé son compte Pix. Donc les enseignants peuvent d'ores et déjà créer leur compte Pix. Pour l'instant, idéalement avec une adresse mail académique. Oui. Voilà, on pense que c'est plus sécurisé. S'il y a des liens qui doivent se faire à un moment ou des autorisations, c'est mieux d'utiliser l'adresse académique. Mais les enseignants peuvent déjà se créer une adresse académique et comme disait Philippe, soit aller se balader sur les compétences et commencer à se tester, soit utiliser les campagnes qui sont spécifiquement pour les enseignants, qui sont les mêmes que dans Pixorga, hein, mais auxquelles on a accès même si on n'a pas encore accès à Pixorga. Et ça permet de commencer à entraîner des compétences, en fait. Ça vient nourrir les 16 compétences que Philippe montrait tout à l'heure. Alors, il y a eu un micro-débat, d'ailleurs, sur les adresses mail utilisées pour les professeurs. En fait, il y a une opposition, une incompréhension un petit peu à ce niveau-là. Vous pouvez, personnellement, bien évidemment, avoir votre compte Pix, parce que vous voulez vous entraîner personnellement en tant que citoyen, bien évidemment, et vous y avez parfaitement le droit. Sachez néanmoins que quand vous voulez réguler et gérer des classes, donc sur un Pixorga d'établissement, il vous faut l'adresse académique, pas pour entraîner les enfants, mais quand vous allez certifier. Puisqu'en fait, apparemment, sur le module de certification, il n'accepterait, et là, je prends au conditionnel parce qu'il y a un petit détail encore qui n'est pas bien clair, il n'accepterait que les adresses académiques des enseignants. Donc peut-être que dans un premier temps, il faudrait plutôt passer par une création de compte avec des adresses académiques. Néanmoins, sur la nouvelle version de Pixorga, on peut modifier les adresses mail. Donc il n'y a pas de souci. Si vous avez commencé par une adresse mail personnelle ou une adresse d'établissement, vous pourrez ensuite, par exemple, remettre une adresse académique. Hein. Ça, c'était une des questions qu'on retrouve également dans la fac de Philippe, la mise en place de Pix avec les élèves, par qui, sur quel temps? Alors, est-ce qu'on y répond plus tard ou est-ce que tu veux qu'on y réponde maintenant? C'est une question qui revient, qui est une question organisationnelle complètement légitime. Quelle est l'organisation prise par les collègues aujourd'hui qui ont commencé depuis quelques mois? Pour la majorité, ce que l'on a pu voir, c'est une campagne. Et là, peut-être pour ceux qui ont pu commencer, vous nous direz comment vous avez pu faire. Ce que l'on voit dans les établissements, c'est des créneaux de 1 heure à 2 heures, de manière à lancer les enfants sur la campagne de diagnostic, celle que vous avez à l'écran. C'est par exemple parcours 5e, parcours 4e. Ça veut dire de lancer les jeunes sur cette partie-là, en classe, en salle informatique ou en salle avec quelquefois des ordinateurs portables, voire des tablettes, de manière à ce que le jeune puisse d'abord se connecter, comprendre ce que l'on attend de lui, et puis ensuite, c'est le lancer pour son autonomie. Donc souvent, ce qui est simplement prévu avec les enfants, c'est d'abord une session de 2 heures, voilà, qui peut se passer d'ailleurs au CDI quelquefois, mais aussi avec des professeurs, de manière à lancer le jeune. En fait, c'est souvent ce que l'on voit. Et après, une autonomie avec des jalons, bien évidemment. C'est-à-dire que les professeurs disent, bon ben voilà, à telle date, j'aimerais que vous ayez exercé telle chose, tel parcours. Enfin voilà, on peut poser des jalons au fur et à mesure aussi de l'année. C'est souvent l'organisation qui est prise. Moi, juste pour partager une expérience, on n'a pas encore lancé Pix là où je suis enseignante, mais c'est dans les choses que j'ai prévu de faire. Il y a des compétences mathématiques sur les tableurs, par exemple,
Et ça peut être tout à fait intégré à une séance de maths aussi, de leur faire passer un parcours d'une vingtaine de minutes, alors soit en classe, soit en autonomie s'ils ont un outil numérique, sur tout ce qui est gestion de tableur. Et ça peut être en même temps, finalement, c'est aussi un peu une auto-formation, puisque quand l'élève a répondu, enfin quand la personne a répondu, il y a les résultats qui apparaissent au bout de une série de 5 ou de 10 questions, et il y a des pistes pour comprendre son erreur. Donc c'est aussi un parcours d'auto-formation, donc ça peut vraiment être inclus parfois dans des séances de classe de n'importe quel enseignement. Après, effectivement, Joël, je pense qu'il y aura un temps important de partage de pratique, effectivement, pour savoir quels sont les enseignants qui le suivent. Est-ce que c'est forcément le prof principal? Oui, non. Est-ce que c'est forcément sur des cours ou sur des temps libres? Et là, c'est vrai que l'organisation des établissements fait que ça va être très variable et ça va être intéressant d'échanger. Oui, tout à fait. C'est évident que, et puis aussi la manière dont les collègues au départ reçoivent l'outil, parce qu'on sait bien qu'il y a autre chose à faire et que cet outil aussi, et c'était intéressant la remarque tout à l'heure là d'une personne en disant aussi que vous pouvez avoir des professeurs, et on le sait tous, qui sont très mal à l'aise avec ça. Et ça aussi, il faut le gérer. Quand certains vont commencer à effectivement exercer les compétences, vont se rendre compte qu'il y a, c'est normal. Il y a des endroits, il y a des séries de compétences où on n'est pas bien du tout. Je vois à l'heure actuelle sur la programmation, beaucoup se sentent assez mal à l'aise sur les parties programmation. C'est normal, quand on n'en a jamais fait, c'est pas forcément évident. Donc voilà pour ça, en tout cas, donc c'est le lancement pour les parcours. Donc, bien évidemment, à partir du moment où vous avez lancé les parcours, vous avez la possibilité de pouvoir, au niveau des élèves, puisqu'en fait, l'établissement a entré ses élèves par un fichier qu'on appelle le siècle.xml, que l'on trouve sur donc, la base siècle du rectorat. Vous faites juste un import et ça vous permet de pouvoir intégrer rapidement et facilement, vous avez le bouton ici, d'intégrer vos élèves. C'est important de les intégrer parce qu'en fait, le système va faire la comparaison au départ entre ce qu'il a dans sa base de données correspondant à un UAI, un RNE, et l'élève qui rentre pour une campagne. Il va regarder si effectivement l'élève est bien dans cet établissement, de manière à pouvoir après gérer les activités. Il y a une question peut-être de Marc, là? Nous, on a essayé d'importer le fichier élève, mais il ne colle pas. C'est-à-dire, il rentre les élèves, mais c'est dans tous les sens, c'est pas par classe, etc. Donc, quelles sont les caractéristiques du fichier? Le fichier XML, en fait, rentre la totalité de la base élève. Il ne s'intéresse pas à la classe. Oui, mais le problème, c'est qu'après, nous, on a les élèves dans tous les sens et on ne s'y retrouve pas. Alors, en fait, je reviens ici, c'est lié à la campagne. Quand vous avez une campagne, vous vous souvenez, parcours de 5e A que l'on a créé là précédemment ici, vous allez envoyer en fait à vos élèves de 5e A ce lien-là. Les élèves de 5e B auront un autre lien. Mais et le prof va gérer. Comment est-ce qu'on fait? On envoie le lien en fait par nos applications directes. Oui, tout à fait. D'accord. Ou le code. On n'est pas capable de voir par classe nos élèves. Eh bien si, en fait, quand les élèves vont répondre à ça, vous allez avoir une constitution sur une campagne de la totalité de vos élèves. Donc, en fait, le professeur va retrouver tous ses élèves avec les niveaux d'acquisition. Le tri se fera sur le code, en fait. La campagne. Oui, le tri se fait sur le code de campagne, puisqu'on considère qu'une classe n'est pas forcément l'entité qui va être utilisée. Si, par exemple, à un moment donné, on peut commencer par la classe, et à un moment donné, se dire, finalement, on a besoin de faire des petits groupes de niveau pour X raisons, ou parce que j'ai un objectif précis sur telle ou telle chose vis-à-vis de tel ou tel élève. Et là, je vais créer une campagne spécifique pour, par exemple, 10 élèves. OK. Voilà, ça permet, alors je comprends que dans l'approche, on se dit, mais zut, pourquoi ils n'ont pas pensé à ça? Mais en fait, dans l'approche, ça permet d'avoir une sorte de souplesse qui permettent vraiment de suivre des élèves à un moment donné parce qu'il y a une telle chose ou telle chose qui ont été repérées. D'accord. Ok. Merci. Mais il n'y a pas de quoi.
Donc, au niveau des élèves, simplement, donc, ce que disait, c'était Marc, hein, qui était intervenu. En fait, quand vous importez en XML, n'ayez pas de crainte. C'est vrai que vous avez la totalité des élèves qui sont proposés sans être classés par des classes, hein. Mais vraiment, on les trie à partir des campagnes. Donc, voilà pour ça. Vous allez retrouver vos élèves, ceux qui ont répondu à votre campagne. Alors là, je vais pas la voir ici, mais quand vous allez pouvoir cliquer sur les élèves, vous allez retrouver en fait la totalité de leur état d'avancement. Alors ça, vous le trouverez aussi, je vais vous montrer les documents. Vous avez des documents qui sont extrêmement bien faits là-dessus. Pour bien expliquer les différentes étapes avec des grandes copies d'écran, etc. On peut saluer quand même le travail de l'équipe de Pix à ce niveau-là, qui est vraiment très qualitatif. Ils ont fait des choses qui sont très simples et facilement accessibles avec des documents d'aide qui sont très bien faits. Donc, voilà pour Pix Orga. Hein. J'aimerais que l'on revienne peut-être plus sur la suite. De toute façon, on aura un temps d'échange après pour des questions variées, hein. Ne vous inquiétez pas. Hop, je reviens ici. Dans les liens, justement, les liens indispensables. Nous vous avons mis avec Armel 4 liens qui sont vraiment intéressants et qui vous permettent de pouvoir, je dirais, vous en sortir relativement facilement. Le premier est le plus important, peut-être. Je vous le montre tout de suite. C'est un Geniali, si vous connaissez l'outil Geniali, qui est un outil interactif. Il vous permet de trouver très rapidement tous les guides qui sont liés à Pix. Alors cet outil, c'est un outil du ministère, donc c'est un outil validé par le ministère. Donc allez-y sans difficulté, hein, c'est un outil très fiable. Vous avez tout le guide de déploiement pour le chef d'établissement, en collège et en lycée, en version PDF. Je vais vous le montrer parce qu'il est vraiment très très bien. Vous avez le guide d'utilisation de Pixorga où là vous trouvez vraiment tous les suivis, notamment des élèves, etc., avec des grandes copies d'écran. Vous avez aussi de manière très détaillée le référentiel et les contenus des parcours Pix. Donc là, vous avez même dedans, pour les parcours qui vous sont proposés, qui sont les parcours pré-programmés, vous allez trouver toutes les compétences qui sont associées au parcours. Comment on peut créer d'autres parcours, tous les référentiels. Vous avez la foire aux questions qui permet, qui s'est enrichie dernièrement, qui permet vraiment d'avoir rapidement des réponses précises, simples. Voilà, bon, pour le reste, vous avez une procédure de test aussi, configuration technique pour voir bien sur vos PC. Encore sur une chose à ce niveau-là, mais vous ne pourrez pas, si vous voulez utiliser des tablettes, vous ne pourrez pas faire la totalité des compétences avec une tablette. Une tablette est un outil de consultation, ce n'est pas un outil de production. Or là, très souvent, on vous demandera de produire du contenu multimédia. Alors, une tablette est capable de produire certains contenus multimédia, mais ça reste quelque chose de très limité. Il faut vraiment passer, pour certaines compétences en tout cas, il faut vraiment passer sur du PC. C'est beaucoup plus facile. Et même quelquefois, vous ne pourrez pas exercer certaines compétences Pix à partir d'une tablette. Par contre, n'importe quel ordinateur, portable, pas portable, etc., il n'y a aucun souci. Philippe, oui. Excuse-moi, il y a une question sur les élèves et leur compte. La question, nous importons nos élèves sur Pixorga, mais les élèves doivent créer leur compte individuellement sur Pix, c'est ça? Point d'interrogation. Oui, alors il y a une méthodologie qui est employée. On va revenir là aussi sur quelque chose qui est très usité dans les établissements aujourd'hui. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure des 2 heures qui étaient prises pour lancer les enfants. C'est que, en fait, le professeur crée une campagne, invite ses élèves de 3e B avec le code campagne donc, que je vous ai montré tout à l'heure, qui peut être par exemple parcours de 3e diagnostic. Il envoie ça à ses élèves. Quand ses élèves vont cliquer, ils vont arriver en fait sur Pix. Et là, ils vont créer, si ce n'est déjà fait, ils vont créer en fait leur espace Pix. C'est à cette occasion, et là au moins on sait qu'on a tout le monde un petit peu qui le fait en même temps et on est sûr que chacun a son compte Pix. C'est à cette occasion
donc de l'appel de campagne, que les enfants vont pouvoir intégrer Pix avec leur compte. Donc c'est ce qu'il y a souvent, ce qui est le plus simple, parce que ça permet de donner les consignes, ça permet de comprendre comment ça fonctionne et de créer son compte en même temps. Après, bien évidemment, l'élève peut y retourner seul, il n'y a aucun souci. Donc c'est une méthode qui est assez intéressante, mais il faut bien comprendre que vous avez d'un côté ce qui est de l'ordre de la base de données de l'établissement, qui va servir de vérification en fait. Vous voyez? Et vous avez l'élève qui va venir connecter. Quand l'élève va se connecter, il va mettre son nom, son prénom, sa date de naissance et une adresse mail. Et automatiquement, la base de données de l'établissement va regarder si effectivement l'élève est bien scolarisé dans cet établissement. Sachant que si cet élève part, change d'établissement, eh bien, il recevra un code de campagne d'un autre établissement et sera donc affilié à un autre établissement. Et ça suppose effectivement que les élèves aient une adresse mail, ce qui n'est pas forcément le cas. Alors, soit ça peut être l'adresse mail personnelle, parce que je vous rappelle, hein, c'est un compte personnel. Hein. Mais un élève de 5e n'a pas forcément une adresse mail à son nom en 5e, par exemple. Oui, il faut tout à fait. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup d'établissements qui se sont lancés dans des plateformes Office 365 ou des plateformes Google Educ, hein, pour disposer aussi d'une adresse mail pour tout le monde. Donc ça, c'est la deuxième option. Hein. Donc, entre les deux, on peut arriver aujourd'hui à faire en sorte d'avoir quand même tous nos élèves. Il y a des établissements qui sont sous Office, pour en connaître quelques-uns, qui sont sous Office et qui ont décrété au départ, hein, bien évidemment, que tous les enfants donc seraient sur l'adresse Office de l'établissement, mais sachant qu'un enfant peut à un moment donné reprendre cette adresse et mettre une autre adresse qui lui est personnelle. Tout à fait envisageable. D'accord ? Je continue sur les ressources. S'il y a d'autres questions, il n'y a pas de souci, on s'arrête. Hein. Le but vraiment ce matin, c'est d'arriver à comprendre bien vraiment l'outil, encore une fois, et son esprit. Vous avez aussi ceci qui est très intéressant donc, dans les liens, qui est donc du SCOL. Alors, en fait, c'est une fiche hein, qu'on appelle sont les fiches thématiques. Et là, vous avez la totalité des documents et des ressources, notamment vous avez les scénarios en lien avec les compétences, qui est très intéressant avec l'infodémie ici, qui est en fait un exemple. Hein. Donc là, n'hésitez pas à donner ça même à vos professeurs parce que vous avez quelque chose qui est extrêmement complet. Hein. Donc ça, c'est la fiche thématique numéro 11 d'EduSCOL. Ensuite, vous avez un autre Geniali qui est très bien fait sur le cadre de référence des compétences numériques. Et là, ça vous permet d'aller voir effectivement la totalité des compétences, les progressions, etc. Je vous invite également à aller le voir. Et puis, vous avez aussi un autre qui me semble extrêmement important. C'est sur le média EduSCOL. Alors, pourquoi je vous le montre? Bon, il y a du blabla, il y a des choses qui sont, je vais vous le mettre en grand, vous allez voir. Mais vous avez des choses qui sont très intéressantes dedans, parce que vous allez retrouver ce que je vous ai proposé au départ. Alors, vous avez toute une partie sur le cadre de référence, avec des schémas explicatifs qui peuvent vous servir aussi hein, pour plein de choses, notamment pour les documents. Mais surtout, et là, je vais passer beaucoup plus vers la fin, vous avez les documents que je vous montrais tout à l'heure. Donc, vous avez par exemple des exemples de scénarios, vous voyez. Et ça, c'est assez intéressant de voir tous les scénarios, savoir dans quel cycle il est. Donc là, vous avez de Scratch à Python. Donc là, vous avez aussi des choses avec à chaque fois les liens qui se rapportent aux fiches d'activité. Vous voyez, là, vous avez pour les collègues de professeurs en sciences physiques, vous avez à chaque fois des descriptions, plein de choses, serre connecté pour les professeurs de techno, vous avez maîtrisé son identité. Donc, à chaque fois, vous avez des fiches ressources. Il est vraiment très bien fait. Et ça, je pense que c'est aussi un moyen, en distribuant ça, ne serait-ce que par discipline, puisque là, on est un petit peu orienté discipline, eh bien, de très vite voir quelles sont les activités qui peuvent se rapporter hein, à l'exercice des compétences. Environnement numérique, à chaque fois, vous voyez, tout est décrit de cette manière-là. C'est un outil super.
Il faudrait que tu agrandisses un petit peu ton écran, Philippe, s'il te plaît. Encore un peu? C'est mieux comme ça? Merci. Ah, donc, je passe rapidement dessus, mais vous avez beaucoup de choses. Alors, outre les fiches d'usage, vous voyez, vous avez plein de fiches d'usage. Hein, c'est des dizaines de pages sur les fiches d'usage. Et ça, c'est super parce que ça parlera directement aux collègues. Vous avez dans tous les domaines à chaque fois, pour chaque chose avec des descriptifs de scénario. Ce qui est quand même un travail assez colossal quand on sait combien de temps il faut pour réaliser ce genre de choses. On trouve également pas mal de ressources dans le magistère, donc, qui est en ligne depuis l'année dernière, sur le magistère, qui a l'habitude de s'appeler PIX, tout simplement. Il y a pour chaque compétence et sous-compétence, il y a des liens vers des sites, des ressources qui peuvent permettre d'aider les élèves à mieux comprendre la compétence. Il est vraiment très, très bien fait aussi, ce magistère. Oui, effectivement, vous pouvez vous inscrire. Hein, il est libre d'accès pour les professeurs de l'enseignement catholique. Donc, il n'y a pas de souci. On va rajouter un petit lien magistère direct à partir du profil prof pour les professeurs d'enseignement catholique. Comme ça, ils pourront directement avoir le service magistère avec la proposition de toutes les choses, que ce soit d'ailleurs pour PIX, mais aussi pour l'éducation inclusive, etc. On va rajouter tout ça parce qu'il y a des ressources intéressantes. On passe peut-être au calendrier. Le calendrier, alors c'est le calendrier officiel. Bien évidemment, je pense que ce calendrier risque de subir quelques réaménagements. D'ailleurs, c'est le cas puisque vous voyez sur la première version que l'on avait d'ailleurs présentée avec Armel il y a quelques temps, c'était jusqu'aux vacances de la Toussaint pour cette première partie. C'était en fait l'entraînement pour les élèves du cycle 4 au collège, seconde, cycle terminal, STS, CAP, CPGE, LGT et LP. Donc, c'était de passer un premier test PIX, qui sont en fait les fameux parcours dont je vous parlais tout à l'heure, qui permettent de disposer d'un diagnostic, tout simplement, des élèves. Donc, je vous mets ici le petit schéma ici sur les calendriers des principales étapes. Mais on peut dire qu'aujourd'hui, entre septembre et décembre, à l'heure actuelle, nous sommes plus sur du diagnostic et de l'entraînement et, je dirais communément, du pied à l'étrier. Durant l'année, c'est l'accompagnement en fait des élèves dans l'acquisition de nouvelles compétences, mais qui sont liées aussi aux cours que l'on peut exercer et puis aux compétences que l'on peut vraiment entraîner dans certaines phases de cours. Hein, je pense par exemple à l'histoire-géographie, un schéma, un graphique, se dire bah tiens, on va s'intéresser à cette série de compétences sur PIX, puisque ça correspond tout à fait au programme. Normalement, du lundi 4 janvier au vendredi 5 mars 2021, il y a la certification des élèves de terminale, de CAP, des étudiants en deuxième année de BTS et CPGE. C'est ce qui est prévu aujourd'hui. Ça veut dire que là, on va faire appel, souvenez-vous, on a vu pix.fr, on a vu Pix.orga, et bien on va faire un appel à Pix certification. Et donc, pour les élèves de terminale, donc CAP, BTS, CPGE, du 4 janvier au 5 mars, et puis du 8 mars au mercredi 12 mai, qui laisse quand même une latitude peut-être un peu plus grande, c'est la certification des élèves de 3e. Est-ce que tu pourrais revenir un peu sur la certification, Philippe? Il y a deux questions. Est-ce qu'il y a une campagne de certification à proprement parler que je croise avec la dernière question? Est-ce qu'on choisit les parcours ou est-ce qu'ils seront les mêmes au niveau national? Alors en fait, on n'a pas toutes les informations. Alors la plateforme de certification sera ouverte au mois de janvier. Ça, c'est la première chose. Elle est ouverte au mois de janvier. Ce qui est dit, parce qu'en fait, c'est assez complexe au départ. Les élèves, je vous disais tout à l'heure, pour être certifiés, doivent avoir le niveau 1 dans au moins 5 compétences. Vous savez, les 5 cartes colorées dont on parlait tout à l'heure. Donc niveau 1 dans 5 cartes colorées. Bien évidemment, ils ne vont pas forcément être forts tous sur les mêmes cartes. Ça va être très hétérogène. Donc, en fait, la certification qui va se dérouler, c'est le professeur qui va initier une certification avec une date, un horaire. Il va envoyer ça sur Pix Certif.
Sur PixCertif, il va recevoir un code spécifique. Et en fait, ce code spécifique sera donné aux élèves. C'est le code de certification. En fonction du profil de l'élève, les questions peuvent être un peu différentes. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un moteur d'intelligence artificielle dans ce système. Ça veut dire qu'en fonction des réponses que les élèves fournissent, il est en capacité de choisir pour la question suivante telle question ou telle question ou telle question. Ça veut dire que systématiquement, il se conforme aussi au point d'appui et au point d'effort des élèves. Donc, c'est le moteur, en fait, c'est une sorte de moteur d'inférence qui agit derrière et qui est capable de conduire un parcours. Pour ce qui est de la certification, le professeur, lui, il a donné sur PixCertif une date, un horaire d'organisation, et ensuite, il ne s'occupe pas du reste, à part, bien évidemment, de l'organiser physiquement dans l'établissement. Mais il recevra un code spécifique qui, lui, va permettre aux élèves de sa classe de pouvoir passer la certification. Mais encore une fois, d'après ce que l'on comprend du fonctionnement de PixCertif, il peut y avoir des questions qui sont différentes d'un élève à l'autre. D'autres choses peut-être par rapport à ça? Est-ce que le code arrive aussi chez l'administrateur? Alors l'administrateur peut voir normalement tous les codes. Rappelez-vous, l'administrateur, on a dit en établissement, ce qui est bien, c'est d'avoir, bon, le chef d'établissement, bien évidemment, c'est le premier administrateur de la plateforme parce que c'est le directeur de publication. Ça, j'insiste toujours lourdement là-dessus, mais c'est bien le chef d'établissement qui initie, délègue. Ça, c'est extrêmement important parce qu'il a la main au départ et il va pouvoir lui-même nommer derrière, en délégation, peut-être 1, 2, 3 personnes, bon, tout dépend aussi de l'établissement, hein. Mais c'est bien d'être au moins 2, c'est évident. L'administrateur voit la totalité des codes de parcours et voit aussi sur PixCertif les différents éléments je dirais, de programmation des certifications. Il y a une question, c'est Damien, je pense, des questions différentes, mais les mêmes cases pour tous. Je ne la comprends pas bien, la question. Je ne sais pas si tu comprends, Philippe ou Damien, peut-être, si tu veux prendre la parole. Je ne sais pas, Damien, son micro. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, ma question, c'était par rapport il y a quoi, c'est 16 compétences qu'il y a. Oui. Mais c'est au moment de la certification, il y a 5 compétences, on va dire, qui doivent être validées au niveau 1. Oui. Et ça va être les 5 mêmes compétences pour tous les élèves? Non. Mais alors dans ces cas, qui choisit c'est le programme qui choisit les compétences par élève? En fait, le système d'administration, donc de certification, est capable de lire les profils des élèves. Donc, ce qui veut dire qu'il faut que les élèves se soient beaucoup entraînés pour que le choix du système puisse… en fait, le système adapte en fait, le choix des compétences en fonction du profil de l'élève. Oui, exactement. Ce qui permet de faire en sorte de porter plutôt l'élève. Ça veut dire en fait de le favoriser quelque part, dans le sens où il a bien compris, et c'est ce que vont relever aussi les professeurs quand ils vont faire le diagnostic, c'est qu'ils vont bien voir qu'il y a des cartes qui s'allument où les élèves ont tendance à être assez doués, et puis d'autres où pas tellement. Oui, c'est-à-dire qu'on ne préprogramme pas, on va parler de cartes, on va prendre le thème de cartes, c'est pas l'établissement ou pour une classe qui préprogramme les cartes qu'ils souhaitent évaluer pour atteindre le niveau 1 de compétence. Exactement, tout à fait. Tout à fait. On est vraiment dans une optique de parcours où chacun, en fait, va utiliser des pistes différentes pour acquérir les compétences. Alors, une question toute bête. Imaginons un élève qui a été absent qui est pour maladie, qui n'a jamais pu, entre guillemets, s'entraîner sur Pix. Dans ces cas-là, sur quelle base il passe son évaluation? Alors, il peut toujours s'entraîner sur Pix puisque son compte est personnel. Donc, de chez lui, il peut tout à fait s'entraîner, ne serait-ce que pour lui personnellement. Il peut totalement s'entraîner. Il n'y a aucun souci. Et il peut aussi, s'il est réintégré à l'effectif de classe, il peut passer la certification. D'accord. Et dernière question, puisque je vous ai, le système part du principe que tous les élèves ont une adresse mail. Mais ce n'est pas forcément le cas partout. Oui, c'est vrai.
Et dans ces cas-là, qu'est-ce que Alors, comment on fait? Si l'enfant n'a pas d'adresse mail personnelle, il faut que l'établissement soit en capacité de pouvoir lui proposer une adresse mail. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Alors pourquoi, en fait, ce que vous relevez, c'est un souci que l'on a depuis longtemps. Ça veut dire que, en fait, l'enseignement public, lui, ne se pose pas cette question-là, puisqu'ils ont créé sur les plateformes ENT au niveau français une adresse mail académique pour chaque enfant. Donc, en fait, ce que va faire l'enfant, c'est que de toute manière, s'il n'a pas d'adresse mail personnelle, il mettra son adresse mail académique. Ce qui n'est pas notre cas à nous, puisque nous, sur nos systèmes Toutatis, puisque je rappelle, c'est le système Toutatis sur la région Bretagne, ne propose pas pour les enfants de l'enseignement catholique une adresse mail académique. D'ailleurs, ça n'est pas voulu aujourd'hui, ça n'est pas accepté par nos directeurs diocésains. D'accord? Donc, cela veut dire que si l'enfant n'a pas d'adresse mail personnelle, il faut que l'établissement soit en capacité de pouvoir lui proposer via Office 365, via Google Educ, une adresse à minima sécurisée respectant le RGPD. Ou alors, c'est de proposer aux parents la création, par exemple, d'une adresse laposte.net. L'avantage de laposte.net, c'est qu'on est sur un tiers de confiance. Et donc, on sait que laposte.net aujourd'hui, en adresse gratuite, respecte le RGPD. À la limite, l'adresse laposte.net, c'est ce qui est le plus facile, quoi. Pourquoi pas? Qui est une adresse personnelle, on est d'accord. Hein. Oui. Alors, il y a une question. J'ai la réponse. Laissez répondre, Philippe. Netec peut-il des adresses mail pour nos élèves? Bah, c'est la réponse que je dirais est incluse un petit peu dans ce que l'on a partagé. Hein. C'est simplement le fait soit de proposer la création d'une adresse perso sécurisée, soit d'avoir déjà une plateforme qui permette de proposer des adresses. Notamment, c'est vrai qu'au niveau 5e, même si les pratiques numériques, on peut dire maintenant, même chez les 5e, sont assez importantes, ils ne passent pas forcément par la création d'une adresse mail. Hein. Ils passent plus par la création d'un compte perso, voilà, sur Instagram ou autre. L'adresse mail est en désuétude chez les jeunes. Hein. Excusez-moi, je me permets, je suis avec Monsieur Miss, là, je suis responsable informatique. On n'était pas là, on a raté le début. La certification, elle n'a pas, visiblement, si j'ai compris, pas d'obligation, enfin, elle n'est pas nécessaire pour valider le DNB cette année. Elle le sera à l'avenir. Il y a de très grandes chances. Donc, ma question derrière, c'est, voilà, il y a la notion d'équité face aux examens qui est importante en France, avec des questions qui sont générées par un algorithme, ça soulève quand même cette question-là d'équité, d'égalité face à l'examen. Aujourd'hui, si un jeune a la possibilité d'exercer ses compétences au sein de l'établissement à différents moments, je dirais, des cours, l'équité, je dirais, serait à peu près respectée. Non, mais est-ce que c'est une question qui a été posée? Parce que l'algorithme, c'est bien. Maintenant, on n'a aucun contrôle sur ça. En tant qu'enseignant, effectivement, nous, on va adapter nos contenus, on va adapter nos questions aux élèves. Nous ne sommes pas des machines. Donc là, c'est une question de fond qui me semble quand même très importante. Parce que la question derrière, est-ce que qui sera dit, est-ce qu'il a un recours? Il peut très bien critiquer l'examen. Mais ça va dépendre comment ça va être installé dans l'établissement. S'il y a des moments d'entraînement dans l'établissement et qu'un élève s'entraîne en plus chez lui, on est dans les mêmes conditions d'inégalité, entre guillemets, que sur n'importe quelle discipline. Je parle de l'examen uniquement, que de l'examen. La certification, nous, on n'a pas la main sur ça, si j'ai bien compris. La certification, vous avez la main organisationnelle dessus, mais pas sur le sujet lui-même. Mais c'est comme au bac. Oui, sauf que le bac, c'est un examen national. Ça sera un examen national également, comme le socle. Mais avec l'objectif de l'algorithme, c'est d'aller plutôt dans le sens de l'élève, puisqu'il va aller repérer là où l'élève est le plus entraîné pour lui poser l'évaluer sur là où il est le plus à l'aise. Mais c'est un algorithme. Oui, bien sûr. Il peut faire des erreurs. Ah, mais c'est le boulier chinois.
je dirais, c'est la même chose. C'est qu'à un moment donné, un algorithme, et on peut le prendre dans le cadre du vote ou de plein d'autres domaines, un algorithme, je dirais, a le niveau de fiabilité du cahier des charges et des programmeurs. Hein. Oui, c'est pour ça que je pose cette question. Ça me paraît essentiel. Et j'imagine que les gens qui ont travaillé sur ça se sont posé cette question d'un éventuel recours face à un examen, hein, parce que c'est des choses qui peuvent arriver. Aujourd'hui, ça n'est pas abordé, ça viendra peut-être, mais aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est abordé. De la même manière, la façon dont le système est conçu, où l'outil est capable, même en entraînement, de pouvoir proposer une question plutôt qu'une autre, c'est vraiment dans un souci de progression, en fait. Et deuxième question, mais qui va un petit peu dans le sens de mon collègue là. Les emplois du temps, par exemple, je prends des classes de 3e, sont quand même déjà des emplois du temps qui sont blindés. Sans forcément d'heures d'études pour les élèves. Je veux dire, c'est peut-être une question qui a déjà été posée, mais où va-t-on trouver le... Alors, je sais qu'il y a la maison, mais on revient sur le sujet de l'inégalité sociale et technique et technologique de la part des familles, mais je veux dire, au niveau de ces réalisations et de la préparation des élèves sur le temps où ils sont dans l'établissement, je veux dire, il reste quand même les contraintes des programmes des enseignants, les contraintes d'emploi du temps qui ne font pas forcément que des élèves ont des créneaux d'études ou de disponibilité de salle en même temps qu'ils sont là en études. C'est-à-dire, Damien, qu'il ne faut pas le voir, c'est Valérie à l'appareil, hein, bonjour. Il ne faut pas le voir comme un plus, mais il faut que l'équipe très pédagogique travaille pour l'intégrer dans les différentes disciplines. Ah, d'accord. Oui, c'est pas un complément, c'est pas en plus de la matière, c'est Non, dans la matière. non. Oui. C'est même dans les programmes, pour beaucoup de programmes, Oui. on retrouve ces compétences qui sont liées aussi à celles du socle. Oui, c'est aussi ce qu'expliqueront Lydia Robin et Gaëlle Lemoine quand elles vont faire leur webinaire le 25. Alors, ce sera plus spécialisé sur l'EMI, donc Histoire Géo, EMC et ProfDoc, mais la méthode est transférable évidemment. Hein. C'est comment justement on intègre ça dans nos programmes et dans nos séances. Tout à fait, qui est un pan très, 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 très important. D'ailleurs, je vous l'ai mis à l'écran ici, parce que ça, c'est un webinaire qui va être très intéressant. Ça va être justement, et la question est intéressante, parce que c'est ce qui permettra de faire le pont justement entre ce que l'on a vu aujourd'hui et comment fait-on réellement au quotidien. Parce que cette question autrement, c'est pas la peine, ça n'a pas de sens. Dernière question, j'arrête de vous embêter. On parlait tout à l'heure effectivement d'inégalité de compétences technologiques au niveau des adultes. On est aussi sur le risque que finalement la préparation se prépare sur quelques matières et pas forcément sur beaucoup de matières par rapport aux enseignants. Même si c'est une obligation de formation, ça en convient tout à fait. Oui, d'ailleurs, vous soulevez un point qui est extrêmement important, c'est aujourd'hui la formation des enseignants vis-à-vis des compétences numériques. Oui. Bien sûr, mais c'est une vieille question. Il y a 20 ans, c'est des questions que l'on abordait sans arrêt. Et d'ailleurs, les états généraux du numérique qui se déroulent à l'heure actuelle reviennent là-dessus, encore une fois, en ajoutant un élément supplémentaire, c'est l'état de formation et les process de formation pour les familles. Oui. Parce que les familles se retrouvent aussi finalement dans cette logique-là. Mais dans ces cas-là, est-ce qu'il n'y a pas le risque au moment de la certification que finalement, les élèves, en fonction de l'appropriation par les enseignants du système, que finalement, ça se concentre sur très peu de matières? Il ne faudrait pas. Pour relativiser cette certification, surtout cette année, hein, c'est vraiment un niveau très très léger. On peut quasiment dire qu'il n'y a pas d'obligation de résultat en fait. C'est le lancement et peut-être que dans les années à venir, la certification sera plus exigeante. Mais je pense qu'il faut l'objectif sur les semaines et les mois à venir, ça va être surtout le lancement, l'installation et la certification. Elle va se faire, il me semble, alors peut-être que je me trompe, hein, mais de manière assez fluide par rapport aux entraînements. Ce qui va être plus compliqué, c'est effectivement l'organisation dans les séances, ça va être le créneau qu'il va falloir positionner pour faire cette certification, le temps qui va sans doute manquer pour les terminales, parce que là, ça va venir très très vite. Oui. En fait. Excusez-moi, par rapport à cette certification, j'ajoute une question. Est-ce qu'on aura, nous, en tant qu'enseignants, un retour
sur les questions qu'auront eu les élèves? Alors, les questions, non, je ne pense pas, mais là, je mets des bémols puisqu'on n'a pas toutes les infos à l'heure actuelle. Sur les résultats, oui, bien évidemment, les avancements dans les différentes parties. Donc ça, c'est assez détaillé. Maintenant, je ne sais pas aujourd'hui sur la certification comment le retour va se faire. Parce que voilà, moi j'imagine que si j'ai 15 élèves qui n'ont pas leur DNB en mathématiques, je vais aller voir le sujet, essayer de comprendre ce qui s'est passé. Si j'ai 15 élèves qui ne sont pas certifiés dans ma classe et que je n'ai pas accès aux questions qu'ils ont eues pour comprendre pourquoi ils n'ont pas été certifiés, ça me pose problème. Pas les questions, on est bien d'accord, ce n'est pas sur les questions que vous aurez un retour, mais sur les niveaux d'avancement globaux dans les compétences. Moi, j'aimerais bien avoir les questions, justement, pour comprendre pourquoi ils n'ont pas pu répondre à la question. Vous pouvez avoir un niveau 2 dans traiter les informations avec 50 questions qui ont été faites de manière différente. Ça veut dire que vous avez des gens qui n'auront jamais eu certaines questions, d'autres qui ont eu des questions. C'est ça qui me pose problème, là encore. C'est un niveau, mais c'est la compétence. Que soit vraiment extérieur à l'établissement et qu'on n'ait aucune maîtrise sur ça, aucun regard sur ça. Oui, mais là, on revient à une notion beaucoup plus importante qui est celle de la compétence. La nature même de la compétence, si vous conduisez, si vous conduisez à la campagne et vous conduisez en ville, vous n'avez pas les mêmes niveaux de compétences selon les situations que vous rencontrez. Je comprends bien. Et pourtant, vous avez votre permis. Je comprends. Si, mais c'est important. Non, mais ça me pose pas. Non, mais je crois que c'est un problème de regard de l'enseignant sur l'évaluation de l'élève, c'est ça? Ben c'est ça, oui. Moi, je veux juste comprendre pourquoi mon élève n'a pas été compétent. Pour l'aider, en fait, pour pouvoir reprendre ça. Je mets dans la situation où un enseignant donc, qui se retrouve à former des élèves par rapport à ça, qui ne sont pas forcément très compétents au départ, et qui se retrouve peut-être à se poser la question, est-ce que j'ai fait fausse route, puisque j'ai un certain nombre d'élèves qui n'ont pas été certifiés. Donc l'enseignant va vouloir se remettre en question. Qu'est-ce qu'il aura comme outil pour ça? Oui, mais c'est pas le... Philippe, tu parlais d'intelligence artificielle et d'une interface là, qui s'adapte finalement au niveau de l'enfant et qui lui explique aussi ses erreurs, c'est ça? Oui, systématiquement, on a... pour chaque c'est de l'auto-évaluation et de l'auto-certification, c'est ça? Disons que systématiquement, mais on est vraiment dans une logique de compétence. Ça veut dire qu'à une situation donnée, quand je n'ai pas répondu à une question ou je n'ai pas compris la question, en fait, le système va proposer systématiquement des qui sont liées à cette question-là, de manière à faire progresser l'élève. On est vraiment dans des logiques de compétence. Donc, la question importe peu. Ce qui importe, c'est la compétence, ça veut dire c'est la mise en situation par rapport à des connaissances. Le fondement de la compétence est là, en fait. Mais bon, je vois l'heure qui passe et je pense qu'on avait dit de 10 à 11. Mais c'est un débat qu'on peut reprendre, bien évidemment, autant que vous voulez, hein, il n'y a pas de problème. Hein. C'est ce qu'on avait dit. On avait dit qu'en fonction des pratiques des uns et des autres, on referait des webinaires comme ça régulièrement tout au long de l'année pour pouvoir répondre à vos questions par rapport aux pratiques que vous avez en établissement ou aux remarques que vous avez à faire. Excusez-moi, le 25, ce sera à destination des professeurs d'histoire géo. Et les professeurs documentalistes. Oui. Et on a déjà l'horaire? L'horaire, oui, c'est 15h30, 17h. Et le lien, vous allez l'avoir, je pense, la semaine prochaine. Alors ça va être très intéressant aussi hein, pour pouvoir compléter aussi ce qu'on dit là aujourd'hui. Tout à fait. Dernière chose, si vous voulez proposer à vos enseignants un petit truc tout simple, mais c'est une petite vidéo de présentation de PIX de manière simplifiée, de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ça, je vous l'ai mis en bas. Voilà. Le lien de la DAN Versailles aussi avec les codes qui correspondent au parcours que les enseignants peuvent déjà, sur lesquels ils peuvent déjà s'entraîner. Ce ne sont pas les mêmes codes que pour des élèves, on est bien d'accord, c'est uniquement pour des enseignants. Excusez-moi, du coup, je dis au revoir à tout le monde. Je suis obligée de passer sur une autre visio. Au revoir tous les collègues et à très bientôt. Merci à Philippe et à Armel pour leur éclairage. Au revoir. Allez, au revoir. Écoutez, au revoir. On va s'arrêter là parce qu'on avait dit de 10 à 11. Bon, nous restons ouverts, bien évidemment, à tous les questionnements, puisque tout ce que vous avez dit, je crois que
c'est important qu'on en discute. Effectivement, ça soulève des questions et c'est important qu'on puisse en discuter, bien sûr. Et on va peut-être trouver la réponse à cette question sur le fait d'avoir une vision sur, parce que l'élève, lui, il aura certainement une vision sur ces questions, sur sa certification. Donc, il faut qu'on voit si l'info est disponible ailleurs. Oui, oui, ça, il n'y a pas de souci. On aura beaucoup plus d'infos sur les certifications à partir de janvier, là. Hein. Voilà. Merci à vous, en tout cas, de nous avoir rejoints, puis d'avoir pu échanger. C'est le principal. Hein. Toutes les questions sont bonnes, hein, comme on dit. Hein. Voilà. Bonne journée. Le lien, il sera mis sur… Au revoir. Au revoir. Le lien sera envoyé par mail Oui. Ou sur la discussion. Oui, oui, on va voir. J'aimerais l'envoyer assez rapidement, peut-être à nouveau à tout le monde. Salut Philippe. Oui, au revoir, à bientôt Loïc. Je crois que je suis en décalage, moi j'avais compris ça 11h midi, c'est pas grave. Ah c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais j'avais déjà suivi l'autre fois. Oui, tu avais déjà suivi le premier. Ouais, bon, merci pour l'info, là, j'ai réglé mon autre problème, tu sais, de messagerie.